All right, I think we can start. So, Prime Minister, ministers, ladies and gentlemen in the room, and also those viewing the event online. I understand there are many people actually viewing the event online, so the room is big, and we have the people who are not there filling the room virtually. Welcome to this first OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy. My name is Martine Durand, and it's a real pleasure for me to be here today and be your Master of Ceremonies for this important day devoted to discussions on building trust and strengthening democracy, with representatives from governments, from civil society, from the media, and the private sector. This event precedes and actually will feed into the OECD ministerial meeting that will take place tomorrow on the same topic. I am really particularly pleased to be here today with you, as I was actually personally involved when I was the chief statistician at the OECD in the development of statistical guidelines for measuring trust in public institutions, something at the time that was judged completely, not crazy, but almost. The guidelines were drafted in 2011 as part of the OECD Better Life initiative, where we endeavored to measure people's and societal well-being, and where trust were considered as one core element of well-being. So, you know, I have a personal interest in this event. The work that we did at the time paved the way for the development of the OECD Trust Survey, on which actually this event is building on, and which actually the results are so enlightening that they will also feed the discussions today and tomorrow by ministers. But so much for history. Let me now, that's my role. I'm now going to address a few housekeeping matters, as we do usually when we start these events. First, interpretation. The meeting will take place in both English and French, with certain interventions that will be made in Spanish and in Ukrainian. Before the first speaker takes the floor in French, please check that your headsets are working perfectly. Refer to assistants in the room. There is staff from the OECD and from the organizers that can help you if you require a headset. At the end of the meeting, don't forget to leave your headsets. Please leave them on your seat so that it will be easier for the organizers to collect them afterwards. Second, an open lunch buffet will be served in the main foyer where you just had coffee outside this room. All participants are welcome to join. At the end of the day's discussion, there will also be an informal cocktail where also all participants are welcome to attend, and it will take place in the same area. Of course, we encourage you to share widely and discuss the event on social media with the hashtag reinforcing democracy. Please tweet, do whatever is necessary so that this event is widely reported and disseminated. But now, without further ado, I'm very pleased to welcome His Excellency the Prime Minister of Luxembourg, Monsieur Xavier Bettel, who is hosting our event today. Thank you really for that, as well as the OECD ministerial meeting tomorrow, along with Her Excellency Minister of Justice of Luxembourg, Mrs. Samantha Thompson. Welcome. And without further ado, Prime Minister, I'm going to give you the floor. Ladies and gentlemen, firstly, let me welcome you all to Luxembourg. Tomorrow, I'm flying to Djerba for the French-speaking meeting of the Francophonie, so to be very supporting the Francophonie also in international institutions. I will continue soon my speech in French, so get ready to get your micro and headsets ready. But I would like to start by thanking, because you thank me for welcoming you, but I would like to thank all the team behind the work, if it's the OECD team or the Luxembourgish team
who did a great work to make it possible to have this meeting today and tomorrow here, and also my colleague Sam Tanson for the leadership she has and also the personal energy she puts in this framework. And last but not least, I hope to see some of you again during the lunchtime. Alors, mesdames, messieurs, pour moi, c'est un honneur tout particulier de vous adresser ces quelques mots de bienvenue à l'occasion de ce premier forum mondial de l'OCDE intitulé « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie ». Quand on parle de démocratie, permettez-moi tout d'abord de faire un lien un peu avec la location dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous trouvons dans une salle, celle-ci et celle d'à côté, qui servent à organiser des conseils des ministres au niveau européen. Cette institution, l'Europe, qui est un projet de paix, et je reviendrai après bien sûr sur justement cette situation que nous connaissons sur notre continent, est née aussi au Grand-Duché de Luxembourg, et Luxembourg fait partie des capitales européennes. Et si vous avez le temps de visiter le Grand-Duché de Luxembourg, et le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas qu'une ville, c'est aussi plus d'une centaine de communes, vous verrez que juste à quelques mètres d'ici est la maison natale où est né Robert Schuman, père de l'Europe. Et ce projet européen est un projet qui nous tient à cœur. Et sachez qu'en tant que Madame Tanson, ancienne première adjointe de la ville de Luxembourg, et moi-même en tant qu'ancien maire de la ville de Luxembourg, je suis fier de vivre dans un pays où plus de 50%, plus ou moins 50% de la population au niveau national n'a pas le passeport luxembourgeois. En ville, plus de 70% de la population n'a pas le passeport national. Et nous n'avons aucun élu d'extrême droite, ni au Parlement, ni au Conseil municipal. Nous savons que ériger des murs, que de vouloir faire une politique contre quelqu'un, contre une nationalité, contre une sexualité, contre une religion, est quelque chose qui n'est pas dans notre ADN, et qu'au contraire, de faire ce melting pot et ce puzzle de différentes cultures, de différentes origines, différentes opinions est la force d'un pays, et c'est aussi le succès de ce pays qui était un pays pauvre. Permettez-moi de le rappeler à ceux qui l'oublient trop souvent, qui était un pays pauvre, agricole, et que beaucoup de Luxembourgeois ont trouvé refuge aussi un siècle auparavant pour pouvoir avoir une meilleure vie. Donc n'oublions pas dans notre histoire que nous avons tous, à un moment, cherché une vie meilleure ailleurs. Certains ont tendance à l'oublier. Mesdames, Messieurs, la nécessité d'organiser un forum mondial avec le titre « Instaurer la confiance et renforcer la démocratie » découle, et je dois malheureusement le dire, finalement en fait d'un constat d'échec. Nous nous étions, pour beaucoup, adonnés à l'illusion que l'histoire était avant tout un progrès linéaire vers l'émancipation de l'individu dans un monde où la démocratie deviendrait la forme inévitable de gouvernement pour notre humanité. Or, il n'en est rien, et la multiplication d'événements préoccupants ces dernières années nous force à admettre que cette certitude est tout sauf gravée dans le marbre. Au contraire, certains acteurs opèrent plus ou moins sous couvert pour remettre en cause nos régimes démocratiques. Et cette tentative de désinformation, avec comme objet de remettre en cause la démocratie, connaissent un nouveau regain en marge de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. La Russie ne foule ainsi pas seulement au pied de le droit international, viole la souveraineté d'un État indépendant et crée des souffrances terribles à la population de l'Ukraine, mais utilise aussi la désinformation pour saper les fondements des démocraties qu'elle nie, dans la mesure où la vitalité de la démocratie est l'ennemi le plus redoutable des systèmes autocratiques. Et je veux saluer ici le courage du peuple ukrainien qui paye le prix fort, le prix du sang, contre un agresseur mu par une volonté destructrice et, permettez-moi de le dire, absurde. Il n'y a pas lieu, il n'y a pas de raison à cette guerre. Ces femmes et ces hommes courageux sont en première ligne pour défendre leurs valeurs et leur système démocratique, mais aussi les nôtres. Et je dois vous dire, j'ai été il y a quelques mois à Kiev et aussi à Boutcha, et j'ai vu une population ukrainienne avec des souvenirs que je n'arriverai jamais à sortir de ma tête. J'ai rendu visite à une dame qui était dans un conteneur, car son appartement avait été détruit, qui avait son petit-fils qui était là, et je parlais au petit-fils, et je voyais qu'il n'y avait pas de réaction, et elle m'a dit qu'avec les bombardements, il n'entendait plus. Et qu'elle avait tout perdu. Mais qu'elle n'était pas démoralisée, qu'elle voulait continuer à se battre, et elle n'avait plus rien. J'ai vu un peuple qui a un courage, et pourtant, ne le prenez pas mal, mais la plupart d'entre nous pensions que cette guerre était une affaire de jours au début.
et que le peuple ukrainien allait être écrasé par le bulldozer russe. Et c'est cette ténacité, cette volonté de ne pas accepter tout simplement ce qu'un autre voisin leur veut, et l'aide, la solidarité internationale qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que l'Ukraine est un État qui existe. Et nous devons tout faire pour que cet État existe et que ce peuple aussi puisse survivre. Car n'oublions pas aussi nous-mêmes dans notre histoire, dans notre propre histoire. Aujourd'hui, les Allemands sont nos partenaires, sont nos amis. Mais qu'à un moment, le voisin allemand pensait mieux savoir que les autres ce que devait devenir un pays. Et même ici, au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons été écrasés par le bulldozer allemand. Et que pas loin d'ici, si vous vous promenez aussi au Grand-Duché de Luxembourg, vous verrez un cimetière avec des milliers de soldats, des jeunes Américains, pour la plupart. Et croyez-moi que la plupart d'entre eux ne savaient pas où se trouvait le Grand-Duché de Luxembourg. Et ils sont venus se battre pour nous. Donc l'aide des autres est importante. Et si nous, dans notre propre histoire, nous n'avions pas eu la solidarité internationale et d'autres personnes qui se sont levées contre le régime nazi, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles circonstances nous serions. Et permettez-moi de citer quelque chose que j'ai tendance à citer régulièrement. Mais moi-même, dans mon propre histoire et avec ma propre ADN, je n'aurais pas eu le droit de vivre dans ce pays. Je suis d'origine, j'ai un grand-père qui est juif, j'ai une grand-mère qui est orthodoxe, j'ai un grand-mère catho et un grand-père athéiste. Et donc, le fait d'avoir du sang juif m'aurait déjà condamné, d'être libéral, de ne pas être nazi m'aurait condamné. Et je suis marié à un Belge, donc à un homme, donc j'aurais été condamné 3 fois à mort, ici, dans mon propre pays. Donc les valeurs démocratiques sont quelque chose que l'on ne doit jamais oublier et jamais penser aussi acquis. Et je me permets de citer aussi les mots de l'auteur autrichien Stefan Zweig, qui écrivait ce qui suit dans son ouvrage majeur, Le Monde d'hier. On ne croyait pas plus à des retours de barbarie tels que des guerres entre les peuples d'Europe qu'on ne croyait aux spectres ou aux sorcières. Nos pères étaient tous imbus de la confiance qu'ils avaient dans le pouvoir et l'efficacité infaillible de la tolérance et de l'esprit de conciliation. Ils pensaient sincèrement que les frontières et les divergences entre nations et confessions se fondraient peu à peu dans une humanité commune et qu'ainsi la paix et la sécurité, les plus précieux des biens, seraient impartis à tous les hommes. Des parallèles peuvent être tirés aujourd'hui entre l'insouciance et la confiance dans l'avenir dépeint par Stefan Zweig dans sa description de l'Europe d'avant 14 et la situation que nous connaissons aujourd'hui. En effet, et comme à l'époque, nous confortions aussi dans cet esprit de conciliation, donc dans la certitude que nos démocraties et le système multilatéral s'imposeraient pour garantir la paix et la sécurité entre les nations. Bien entendu, un narratif savant et construit pour transposer le débat sur le terrain des politiques menées de l'Occident est ainsi vilipendé pour son action aux valeurs diamétralement opposées à celles que chériraient ceux qui les pourfendent. Mais ne soyons pas dupes. À travers ce genre de critique de l'Occident, ce n'est pas la politique menée par l'Occident qu'on veut critiquer, non, c'est la démocratie que l'on cherche à affaiblir. Ce n'est pas l'Occident en soi qui est perçu comme une menace par les régimes antidémocratiques et autoritaires, non, c'est le désir de démocratie de leur population qui est perçu comme une menace, car il autorise la liberté, il autorise la critique, il autorise la faculté en fait de pouvoir choisir son propre destin, mettant ainsi en péril l'emprise de ceux qu'ils ont sur leur population. Mesdames, Messieurs, Stefan Zweig continue en écrivant qu'il lui a fallu être le témoin impuissant et sans défense de cet inimaginable retour de l'humanité à un état de barbarie qu'on croyait depuis longtemps oublié, avec ses dogmes et son programme anti-humain consciemment élaboré. On aurait pu croire que le monde d'hier, évoqué par Stefan Zweig, serait une époque révolue, mais nous devons malheureusement nous rendre à l'évidence que ces graines continuent à être semées, et même encore aujourd'hui. Ne soyons pas, de notre côté, les témoins impuissants et sans défense face à un monde que nous croyons appartenir au passé, et restons vigilants pour défendre nos valeurs démocratiques. Et rappelons-nous ce que nous avons connu sur notre territoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est dur ce que je vais dire, mais pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que sont des valeurs démocratiques et jusqu'à où peut aller l'homme, allez voir Auschwitz.
Allez voir Auschwitz, où vous allez avoir des salles remplies de cheveux, des salles remplies de chaussures, des salles remplies de prothèses, des salles remplies de lunettes, des salles remplies de valises avec seul matricule, un nom et une date. Et Auschwitz, ce n'était pas une machine, ce n'était pas un robot, ce sont des hommes qui l'ont fait. Mesdames, Messieurs, votre présence nombreuse ici lors de ce forum est un signal encourageant. Vous n'acceptez pas le fatalisme, mais vous êtes au contraire déterminés à œuvrer pour renforcer la démocratie. Pour notre pays, pour le Grand-Duché de Luxembourg, pour mon gouvernement, pour ma collègue, c'est un rendez-vous qui est très important. Pour un pays comme le mien, qui a été, je vous l'ai dit, dans son histoire ballotté en fait au gré des choix politiques de ses plus grands voisins, cet esprit de conciliation qui est le terreau indispensable d'une société démocratique et qui est à la base des relations internationales modernes est donc également le garant le plus sûr de notre paix et de notre sécurité. Et c'est pour cela que notre pays est un ardent défenseur du multilatéralisme et s'engage aussi résolument dans l'élaboration de réponses communes aux défis auxquels nos sociétés démocratiques font face. Cet esprit de conciliation est aussi la base du modèle luxembourgeois et se retrouve comme un fil rouge à travers la manière de faire la politique au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons eu encore, quand je parle de conciliation, maintenant un tout autre niveau qui n'a rien à voir avec une paix militaire, mais une paix sociale aussi. Et nous avons ce modèle qui s'appelle la tripartite au Grand-Duché de Luxembourg, où il y a quelques semaines, nous étions ensemble avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec le patronat, ensemble à voir quelle réponse commune on pouvait donner à cette inflation aujourd'hui, sans écraser l'économie, avec un système d'indexation des salaires qui aurait fait que les salaires auraient augmenté de 12,5%, intenable pour une économie, mais en prenant en compte aussi que l'augmentation des tarifs, des prix de la denrée alimentaire rendent la vie de nos concitoyens plus difficile de jour au jour, et trouver ce juste équilibre. Et cette tripartite a permis de dégager un accord commun. Et la dernière grève générale au Grand-Duché de Luxembourg remonte à mon enfance, quand dans d'autres pays, la grève est régulière. C'est un constat. Donc, chers participants, faire prospérer la démocratie exige un engagement. Il exige un dévouement et ne correspond pas à quelque chose qui est instantané. C'est un travail de longue haleine. Un engagement, tout d'abord, pour que la démocratie vive, il faut prendre activement fait et cause pour elle et justement aussi pour les valeurs qu'elle porte. Même si ce n'est pas populaire, et la différence très souvent entre un populiste et un démocrate est qu'un populiste aura la réponse la plus courte à la question la plus compliquée, alors qu'un démocrate aura souvent une réponse plus longue et plus compliquée à la question la plus courte. Mais ne pas tomber dans le piège du populisme. Et on le voit même dans certains pays où d'autres partis traditionnels courent derrière les populistes. Et croyez-moi que c'est que rendre fertile le terreau aux populistes de vouloir les imiter. Et la démocratie possède cette capacité de fournir à la société une méthode de résolution des conflits pacifiques, car elle accepte et encourage la diversité des opinions et l'aptitude à pouvoir gérer cette diversité d'opinions dans une seule et une même société. Et cela nous impose un devoir de lutte contre la mésinformation et la désinformation, ce à quoi vous allez vous atteler dans le cadre de ce forum global et de son premier pilier, l'investissement dans le journalisme. Pour certains, et je me permets de le dire, même au sein de l'Union européenne, dans certains pays, les journalistes ne sont pas libres de pouvoir faire leur travail. Les juges ne sont pas libres de prendre des décisions sans avoir un risque d'être démis de leurs fonctions. Et je ne parle pas de l'autre bout du monde, je parle au sein de l'Union européenne. Ne l'oublions pas. Et donc nous devons avoir une confiance que les citoyens ont dans les institutions et dans les pouvoirs publics. Et je dois vous dire que la propagation d'informations fausses et trompeuses met en effet gravement en péril le libre-échange d'informations fondées sur des faits qui sous-tendent la démocratie et la confiance dans les institutions politiques. Et nous l'avons tous vécu aussi ces dernières 2 années avec la crise du Covid. Alors que nous avons connu avant une crise qui était une crise de confiance par rapport aux politiques. Nous avons connu une crise de confiance même par rapport à la médecine, par rapport à la science.
quelque chose de tout nouveau. Nous avons connu des démonstrations, nous avons connu des manifestations, nous avons connu des actes de violence. Nous avons connu des familles, même où celui qui n'était pas vacciné ou celui qui était vacciné se sentait exclu par rapport aux autres, alors que c'est un choix personnel. Et surtout, un apport médical et scientifique que certains contestaient. Et donc, nous l'avons vécu avec les fake news. Et très souvent, et c'est pour ça qu'il est important d'investir dans la presse, car il est important de dénoncer justement ces fake news. Il y a 23 ans que j'ai été élu au Parlement. Il y a 23 ans, la politique annonçait les nouvelles. Aujourd'hui, la politique, très souvent, doit justifier les fuites. Elle doit argumenter, elle doit défendre, alors que l'annonce était à l'époque la nouvelle. Aujourd'hui, très souvent, c'est la réaction du politique que l'on attend. Donc il est important de préparer la société à répondre à ces menaces de fausses informations en renforçant la transparence et la prévention contre ce fléau. Et je voudrais saluer dans ce contexte aussi l'enquête de l'OCDE sur les déterminants de la confiance dans les institutions politiques, sur laquelle vous allez vous pencher dans quelques instants, qui fournit une mine d'informations qui nous permettent de faire le point sur la situation, de déterminer quels doivent être nos champs d'action prioritaires. Et quand je parle aussi d'études de l'OCDE, permettez-moi justement, parce que je viens de parler aussi du Covid, de remercier l'OCDE pour le travail que nous avons fait ensemble, car après la crise, on n'a jamais eu autant de spécialistes Covid dans notre population que pendant la crise. Le Parlement, je pense que je n'avais pas un parlementaire qui ne savait pas tout. On a des spécialistes sur tout. Et donc, il est très, très important, et c'est ce que nous avons fait, d'avoir un œil extérieur pour juger la politique que l'on a fait. Comme toujours, une majorité va dire « on a fait presque tout bien ». Une opposition va vous dire « vous avez presque fait tout faux ». Mais pour moi, ce qui est important d'une situation, c'est d'apprendre. D'apprendre ce qu'on a fait de bien pour pouvoir le continuer, mais pouvoir surtout apprendre les erreurs et pour ne plus les refaire. Et c'est pour ça que nous avons demandé à l'OCDE de faire une étude, de voir ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, et en ayant au Grand-Duché de Luxembourg, un des points qui était important quand on parle de confiance aussi, intégrer le débat parlementaire à chaque décision. Nous avons au Grand-Duché de Luxembourg la possibilité d'avoir l'état de crise, qui permet au gouvernement de légiférer sans Parlement. Cela doit rester l'exception. On ne peut pas, pendant 2 ans, décider sans avoir un débat politique, un débat opposition-majorité. Et c'est quelque chose que nous avons choisi. Alors c'est vrai, du coup, on prend plus de temps. Mais du coup, beaucoup de choses peuvent être aussi éclaircies. Et je tiens à remercier aussi les institutions pour avoir permis de fonctionner de manière plus ou moins normale. Et quand je parle de fonctionnement et de situation exceptionnelle, moi-même étant élu libéral, avec un gouvernement qui défend ses valeurs démocratiques, une des décisions les plus dures a été de restreindre les libertés individuelles des uns et des autres. De dire aux gens, vous ne sortez pas, vous rentrez à telle heure à la maison, vous n'avez pas le droit de voir vos parents ou vos grands-parents pour votre anniversaire ou pour Noël. Ce sont des décisions qui sont tellement difficiles. De dire à un commerce, non, vous ne pouvez plus ouvrir. Alors que pour certains, c'était devenu presque une situation permanente et qu'ils avaient du mal quand on leur redonnait des libertés. Imaginez-vous dans quelle situation on en est arrivé pour certains. Et on doit aussi se poser la question, alors les uns voulaient tout fermer, les autres voulaient tout ouvrir, et d'avoir trouvé l'équilibre entre restriction et liberté, sans jamais oublier que les libertés doivent être le pilier et l'épine dorsale de toute décision que l'on prend. Mesdames, Messieurs, la démocratie aussi a un dévouement, car il n'est pas suffisant de proclamer son attachement aux principes démocratiques. C'est facile de faire les discours, de dire « je suis pour », mais il faut aussi servir et défendre ces idéaux. Nous devons tout d'abord être honnêtes avec nous-mêmes, car même au sein des pays avec une longue tradition démocratique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on constate actuellement une érosion dans la confiance dans les institutions publiques. Cette érosion de confiance doit nous alerter et elle ne peut pas nous laisser insensibles. Et nous devons absolument inverser cette tendance et réduire l'écart entre la volonté légitime et démocratique de nos citoyens et la perception par les citoyens des décisions politiques prises par leurs représentants. Les attentes de nos citoyens en termes de représentation ainsi que de transparence et d'intégrité des institutions ont évolué.
Nous devons réaffirmer notre dévouement à cet autre fondement de la démocratie, ce deuxième pilier du Forum global qui est le droit effectif aussi à l'expression politique. Nous avons une obligation morale, en tant que décideurs politiques, de prendre en compte l'évolution des attentes de nos citoyens en matière d'expression politique afin d'œuvrer à un renforcement de la représentation et de l'ouverture dans la vie publique et créer davantage d'opportunités à l'appui d'une politique publique inclusive. Et ce n'est pas évident de le faire toujours. Et nous en avons l'expérience il y a quelques semaines où nous avons présenté ce qu'on appelait le Klimabild-Jarot. Ce sont 100 citoyens que nous n'avons pas choisis, mais avec l'université et avec un institut de sondage ont été choisis. Des gens qui représentaient les différentes facettes de notre pays. Et on leur a demandé « Que pensez-vous de la politique de l'environnement ?» Ce que l'on doit faire. Le constat est que notre population est en avance sur nous et que très souvent nous sommes frileux au niveau des défis climatiques qui nous attendent par rapport à ce que attendent notre population. Et des propositions ont été faites et ces propositions doivent être écoutées. Ces propositions doivent être, le pire que ce serait, c'est de les mettre à la poubelle sans avoir un débat politique dessus, sans avoir un échange et sans aussi en prendre certaines. Donc faire des shows à Libye où on dit « vous participez, mais après c'est nous qui décidons », ça a été pour certains élus un des motifs, un des refrains lors de cet échange que nous avons eu avec eux en disant « oui, mais nous sommes élus, nous avons la légitimité ». C'est la plus grande erreur de penser que la légitimité est quelque chose qui pour 5 ans est acquis, que le soir des élections, j'ai une légitimité pour 5 ans. Le contact, l'écoute est importante. L'écoute sans tomber aussi dans l'opportunisme. Car nous avons aussi une responsabilité politique. Et je vais prendre un exemple ici qui peut peut-être perturber l'un ou l'autre. Le lendemain d'un viol d'un enfant, 80% de votre population va vous dire « je suis pour la peine de mort pour l'auteur ». Ne tombons pas dans ce piège de prendre des décisions sur le moment, de vouloir juste répondre à une masse qui demande quelque chose. Car n'oublions pas, et je suis de formation avocat, et j'ai fait beaucoup de droit pénal, que nous avons condamné au nom de notre société des gens à mort alors qu'ils étaient innocents. Donc ne tombons pas dans les échos que l'on entend, dans les messages Facebook que l'on reçoit. Il faut garder une ligne, mais il faut rester aussi à l'écoute. Il faut pouvoir justifier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1957, le traité de Rome et l'Union européenne. Si on avait demandé à l'époque à nos populations s'ils étaient d'accord que la France et l'Allemagne fassent un projet ensemble, je suis convaincu qu'on n'aurait pas eu de majorité dans la plupart des pays européens pour pouvoir avoir ce projet de paix. Donc il faut avoir des fois du courage en tant que politique. Il faut des fois prendre des décisions qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires. Mais elles seront acceptées par votre population si vous savez les expliquer. Pour moi, la politique, c'est d'abord, vouloir une décision. Après, écouter ses conseillers, les différents acteurs. Après, décider, sans oublier d'expliquer. Et c'est très souvent le problème qu'on a, que l'on oublie aussi d'expliquer. Nous voyons que la démocratie est un bien fragile mais précieux et que nous devons aussi la préserver pour nos générations futures comme les générations qui nous ont précédés et en fait qui se sont battues pour les valeurs démocratiques que nous connaissons aujourd'hui. Un régime démocratique ne sera jamais achevé. La démocratie nécessite une attention, elle nécessite un engagement constant, un travail parfois difficile, parfois des fois compliqué, mais indispensable justement à sa continuité. Dans ce contexte, nous devons prendre en considération le progrès technologique. Rappelez-vous, il y a 15 ans, 20 ans, on vous téléphonait, un journaliste vous demandait une information, il disait « je dois l'avoir jusqu'à ce soir 7 heures car je dois l'imprimer ». Aujourd'hui, il y a même une course à l'information, car c'est celui qui sortira la première push news qui aura le plus de clics. Donc, dans ce contexte, nous devons vraiment pas remettre en question entièrement le mécanisme institutionnel traditionnel, mais trouver aussi dans ce monde analogue qui existe aujourd'hui aussi les réponses qu'on peut donner. Et on ne doit surtout pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, ou pour le dire encore une fois en citant Stefan Zweig,
être persuadé que les progrès techniques de l'humanité devraient fatalement entraîner aussi une rapide ascension morale. En effet, bien que la numérisation engendre des défis importants à l'égard d'un certain nombre de droits fondamentaux, justement, et de valeurs démocratiques, la transition numérique offre aussi un cadre propice aux individus de mieux exprimer leurs inquiétudes. Il y a ainsi dans la révolution numérique, comme dans toute autre chose, du bien et du moins bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, car c'est la rapidité, c'est la diffusion. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous êtes tous diffuseurs. Vous pouvez aujourd'hui, je tiens à le rappeler que le téléphone au début, c'était pour téléphoner. Mais que la plupart, aujourd'hui, filment. Et voyez les répercussions chez des jeunes. Nous avons des jeunes qui se suicident car ils retrouvent des films de eux sur TikTok, avec un harcèlement moral qui les pousse à bout. Donc ne l'oublions pas aussi. Et on doit saisir les opportunités et en éviter les écueils. Nous devons aussi revoir nos systèmes de procédure, de gouvernance publique, afin de récolter pleinement les bénéfices des outils numériques, tout en leur relevant, comme je vous dis, les défis qu'ils posent. Ce sera, je ne vous le cache pas, un travail difficile, un travail compliqué, mais indispensable. Finalement, à l'échelle internationale aussi, et c'est le troisième pilier de ce forum mondial, nous devons nous donner les moyens d'assumer nos responsabilités mondiales et renforcer la résilience de la démocratie face à l'influence étrangère afin de consolider la démocratie dans un monde globalisé. Mesdames, Messieurs, la démocratie reste, j'en suis convaincu, le seul système de gouvernement qui permet de réaliser et de maintenir justement cette société inclusive, cette société prospère, cette société durable et pacifiée à travers une auto-évaluation et aussi une auto-amélioration qui doit être permanente. Permettez-moi, avant de conclure, de remercier bien chaleureusement la secrétaire générale adjointe, Madame Carrie-Anne Jones et Madame Elsa Pilichowski, directrice de la gouvernance publique, et leurs collègues pour le travail justement de préparation pour ce forum mondial ambitieux, mais aussi ma collègue Sam Tanson, comme je l'ai déjà dit au préalable, pour son engagement. Quant à vous, mesdames, messieurs, votre présence ici est essentielle, c'est un signe d'engagement fort pour les valeurs démocratiques que nous devons préserver tous ensemble. Nous sommes à un moment charnière, nous avons connu la guerre froide. Certains pensent que le monde futur sera un monde bipolaire, sera un monde où on défend les valeurs démocratiques contre ceux qui ne défendent pas les valeurs démocratiques. Moi, je peux juste vous garantir que même si défendre des valeurs démocratiques n'est pas populaire chez certains, il faut le maintenir. Et je me permets juste de vous dire une chose, car nous le connaissons tous au quotidien. Nous sommes tous, si nous sommes ici, convaincus qu'il est important de les défendre. Et pourtant, nous vivons tous des moments, une fête de Noël, un pot entre amis, où quelqu'un a des propos qui ne sont pas acceptables. Ne soyez pas silencieux. Ne vous taisez pas. Ne vous dites pas dans votre tête « c'est inacceptable ». Dites-le haut et fort. Dites votre désapprobation par rapport à ce qui n'est pas acceptable. Car moi, je suis juste intolérant à une chose, c'est à l'intolérance. Et nous devons tous l'être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ces messages très importants et ce rappel en particulier à l'histoire et aux valeurs démocratiques, ainsi qu'à, je dois dire, au développement récent auquel vous avez fait allusion, qui mettent à mal les fondements de la démocratie et la nécessité de répondre aux défis qui se posent à la fois individuellement et collectivement. Merci encore pour votre discours, Monsieur le Premier ministre. I would now like to invite you to look towards one of the screens for a keynote address from His Excellency Prime Minister of Belgium, Alexander De Croo. I don't know. Ladies and gentlemen, over the past decades, we have made incredible progress as OECD countries. People's standard of living improved. Our economies grow through ups and downs. Our prosperity grew. All this has been possible through cooperation between people and cooperation between countries. Cooperation that is above all based not on rules, not on control, but on trust. Trust creates a safe environment for people to live and to flourish.
Trust makes our markets work. Trust builds strong democracies. As the sociologist Robert Putnam indicated in his research on trust and societies, trust is the most important social capital in a society. If society thrives, it is because there is an abundance of trust. But the trust in our societies has often been tested, and it is being challenged again today. It is being challenged by the fourth industrial revolution. The digitalization of our societies and economies generates tremendous opportunities. It connects us to each other as never before. It brings government services closer to their citizens, businesses closer to their consumers, to their customers. It is a catalyst for transparency, for democracy and human development. But at the same time, cyber attacks, phishing and hacking are undermining trust. Not to mention new technologies like deepfake that blur the line between fiction and reality. And let us not forget the undermining force of senseless aggressions, such as Russia's illegal war in Ukraine today. Just like the polarization in our societies, it creates uncertainty and feeds distrust. Yet, in spite of all of this, I am confident because I also have seen what can be achieved in the past decades. At times when trust was being challenged, we always found new solutions and new progress through cooperation and human ingenuity. But above all, we always succeeded because trust is unlimited and endless. It is not a scarce resource that can be lost, but a driver of human progress, a human trait we can learn and grow through human effort. I thank you. Thank you very much, Prime Minister De Croo, for these words. It is now my immense pleasure to warmly welcome His Excellency Minister of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Mr. Oleh Nemchikov. OECD member countries, yes, I think we can start applauding right now. Thank you so much, Minister, for being with us today. As you know, Minister, and everybody knows, OECD member countries have condemned Russia's illegal war of aggression against Ukraine in the strongest possible terms and stand in solidarity with the people of Ukraine and with the democratically elected government of Ukraine. Minister, I know it's probably not been an easy journey for you to come to Luxembourg and be with us today, especially given the latest development of the past few days in the Ukraine, and in particular that have affected also the region of Kiev and the borders with Poland. We really truly appreciate the effort you have made, and I think it is really important, frankly, to have the presence of Ukraine at this particularly hard moment that the Prime Minister of Luxembourg has recalled just a moment ago. Your presence and your input today are critical for us to remain aware and to make sure that the things that are happening today will never happen again, and of the geopolitical dangers that exist and threaten to endanger our democracies. The keynote by the minister will be in Ukrainian, so interpretation will be provided via the headsets. Minister, I now give you the floor, and thank you again. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги, в мене була підготовлена гарна мотиваційна промова з подякою всім нашим європейським друзям за підтримку України у ті важливі часи, але вже годину і 40 хвилин по всій території України чергова ракетна навала. І перебуваючи тут, в Великому Герцогстві, в такій приємній атмосфері, я не можу виключити себе з українського сьогодення. Стрічка новин в моєму смартфоні показує: над Києвом збито 2 крилаті ракети і 2 дрона камікадзе. В Дніпро прилетіло декілька ракет, в Одесу прилетіло декілька ракет,
влучання у Львівській області, влучання у Вінницькій області, загиблі діти в Дніпрі, постраждалі в Одесі. І це тільки за останніх 40 хвилин. Важко не відчувати додатки на смартфоні, які повідомляють про повітряну тривогу, і одночасно у Люксембурзі дзвонять дзвони в 7 ранку. Важко, заходячи в приміщення, не подивитися, а де тут підземний поверх чи паркінг, де ти можеш знайти прихисток у разі небезпеки. І в такому режимі моя країна живе не 9 місяців, вона живе в такому режимі понад 8 років. Єдине, що 9 місяців в такому режимі живуть великі міста. Але все ж таки я повернусь до теми нашої зустрічі і хочу озвучити декілька моментів, на яких важливо зупинитися. Отже, для мене ще раз велика честь звертатись до вас в такий час і подякувати державам-представникам ОЕСД, які поділяють великий інтерес України до цінності цієї організації. Перебуваючи сьогодні серед такого товариства, я хочу сказати, що я звертаюсь до вас наразі як гість, а не як представник повноправної країни-учасниці ОЕСД. Утім, ми тверді у своїй волі та рішучості йти шляхом демократичної держави і не зупиняти перетворення навіть в умовах воєнного стану. Як країна, що стоїть на порозі ОЕСД і готова йти цим шляхом, ми насправді з кінця лютого намагаємося дотримуватися навіть в умовах воєнного стану всіх стандартів цієї організації. Я би хотів зупинитися саме на зміцненні демократії. Хоча вся українська історія – це боротьба за своє право, за свою незалежність, за свою мову, за свою віру. Я натхненний словами пана прем'єр-міністра Люксембурга, який згадував про ту значну історію, яка, зважаючи на сусідство Люксембургу, була пов'язана з історією Великого Герцогства. Так само і Україна, яка розвивалася між багатьма великими державами, великими цивілізаціями, має таку історію не тільки з 2014 року і Євромайдану, а й значно раніше. На жаль, якщо Люксембург зараз в оточенні держав-друзів, держав-партнерів, ми маємо дві держави, які здійснюють безпосередню збройну агресію на нашу територію. Це Російська Федерація і Республіка Білорусь, яка надала свою територію для такої агресії. І в Росії, і в Білорусі недемократичні режими. Керівники обрані з усіма порушеннями стандартів парламентської демократії, загалом представницької демократії. Попри весь терор, який Росія чинить прямо зараз, і це не тільки Буча, про яку ми згадували вже сьогодні, це те, що ми бачили в Ізюмі на Харківщині, те, що зараз відкривається в Херсоні, те, що нас ще чекає в Маріуполі і в багатьох інших містах, ми тверді у тому, що тільки процес виборчої демократії, тільки процес поступової і правильної зміни влади може сприяти прогресу. Пані та панове, війна в Україні нагадала нам всім, що демократія має захищати одна одну. Сьогодні українці у боротьбі відстоюють демократичні цінності та майбутнє не тільки своє, а й майбутнє всього європейського середовища. Сьогодні я гордий за ті гарні слова, які були сказані в адресу мого народу і керівництва моєї держави. Я дякую вам за це. Хочеться дивитися у майбутнє і розуміти, що настане той день, коли ми всі разом проведемо таку конференцію у мирному Києві, Львові, Маріуполі, Ялті, Донецьку чи будь-якому іншому українському місті. І дійсно я за відновлення довіри один до одного, за те, щоб ми дотримувалися в всіх задекларованих принципах наших
європейських демократичних держав, якою однозначно є Україна. І я переконаний, що всі ми повинні працювати разом для досягнення такої мети. Наш парламент, уряд, президент продовжують працювати. Від 24 лютого український уряд працює в режимі 24/7. Від 24 лютого президент України Володимир Зеленський працює в режимі 24/7. Ми зберегли керованість державою і планові засідання парламенту навіть в той час, коли ворог був не просто на околицях Києва, а заходив у Київ. Ми бачимо, що стійкість системи державного управління, які вдалося забезпечити на початку відкритої фази агресії, є, напевно, прикладом того, як правильна організація процесів і правильна мотивація державних службовців може впливати на стійкість державного управління. Тому зараз, коли ми вже впродовж 9 місяців живемо в новій реальності, в умовах нової нормальності, я думаю, що багато що ми можемо продовжити з тих починань, які ми починали до 24 лютого. На завершення я хочу подякувати генеральному секретарю ОЕСД пану Матіасу Корману за запрошення виступити перед вами, а також подякувати всім урядам і всім народам країн, які підтримують Україну в цей важкий час. Слава Україні! Thank you so much, Minister Neshmikov, I'm sorry, I'm misspelling your name, Nemchinov, we are really very impressed by the courage of the Ukrainian people and the Ukrainian government to defend the democratic values that we all attach to. And we also deeply appreciate the efforts that the Ukrainian government is making, even during the time of war, to actually undertake the reforms necessary to join the OECD and adhere to the EU values. Really, you should be commended for this. Thank you again. Finally, I would like to invite OECD Deputy Secretary General, Carrie Ann Jones, to come to the lectern. Thank you. Deputy Prime Minister Patel, Prime Minister Arden, Minister Nemichov, ladies and gentlemen, welcome. Let me start by thanking Minister Sam Tansen for hosting this global forum that brings the voices of democracy together to discuss the challenges that democracy is facing. The views from civil society, partner countries, and business that we will hear today will feed into tomorrow's ministerial meeting. The case for action to strengthen our democracies is clear. The esteemed speakers that have addressed you before me have very, very eloquently made the case. All of this in the context of Russia's war of aggression against Ukraine, a cost of living crisis, recovery from a global pandemic, and a long-standing climate emergency. While we are seeing some promising signs of increased political participation around the world, we see youth taking the lead in the fight against climate change. We see global mobilization for women's rights. We see racial justice movements. The challenge for democracy still remains stark. Even in the most well-established democracies, these trends are testing our institutions. And they are hindering government's ability to deliver progress for our citizens. Although understanding the why these trends are happening is very important, let me talk to you today about how we can address these challenges. As many of you know, OECD like-mindedness is based on a set of shared fundamental values. They include a commitment to pluralistic democracy based on the rule of law and the respect of human rights. And let me add here that one of democracy's unique strengths is the ability to acknowledge its weakness, its imperfections, and to respond to them openly and transparently.
Over a year ago, OECD members, through the Public Governance Committee, took the important step of agreeing that strengthening trust in government and reinforcing democracy should become a priority. Since then, the members, with the support of OECD staff, have worked hard on establishing a clear and ambitious agenda through the OECD Reinforcing Democracy Initiative. The initiative stands on solid ground. It is underpinned by the first OECD Trust Survey, an exercise where 22 OECD countries took a key first step to understand what drives trust in government. This was not necessarily a comfortable step, but it was a critical one. For government action to be effective in a democracy, a sufficient number of citizens need to trust their government. You'll hear more about these results of the survey in the next session. Members then identified 5 key governance challenges for democracies. These are reflected in each of the sessions of this global forum, and they are also discussed in a publication, Building Trust and Reinforcing Democracy, Preparing the Ground for Government Action, that is launched today. Let me walk you through these quickly. First, tackling mis- and disinformation. As we have heard from the Prime Minister, as we have heard from our Ukrainian colleague, disinformation is polarizing public debate, undermining public's willingness to engage in democratic society, and hampering consensus building in society. Governments are grappling with this challenge. The questions they face include, how do we ensure an information ecosystem that makes democracy robust and inclusive, that reinforces rule of law, upholds freedom of speech, and promotes debate based on evidence? These all need a whole-of-society approach to address them. Second, strengthening citizen representation and participation. The OECD Trust Survey tells us that a majority of citizens no longer feel they have a voice. Fewer than 1/3 of respondents, for example, believe the government would adopt opinions that they expressed in a public consultation. How do we adapt to this growing and evolving expectation of citizens with all of the new forms of communication that surround us? How do we ensure effective representation in today's context? Third, building the capacities of government. A growing number of global challenges are testing our democracy's rule-based trading system. Protecting our open societies, preserving democracy, and ensuring well-functioning global markets and a global level playing field are a priority. How do we build this capacity of democracies to have resilience and tackle global challenges whilst protecting themselves from external threats? Fourth, governing green. Climate change is a prime example of a global challenge that democracies are grappling to address. Only 35% of respondents from the OECD Trust Survey were confident that their governments will succeed in meeting their climate goals. How can democracies transform the way they govern to effectively address climate? And fifth, which we've heard from the Prime Minister, the digital democracy. Our democratic institutions were developed for an analog world. Digitalization presents both opportunities and challenges for democracies. How are we responding to both? This is quite a significant set of challenges to address that touches on our shared values. I think you will agree with me in saying that to succeed in addressing them, we cannot work alone. That is the main point of today's Global Forum. This event gathers an amazing blend of minds, decision makers, academia, civil society, international organizations, and representatives from all walks of life. We have a unique opportunity to explore together an action-oriented agenda to rebuild trust in public institutions and discuss the key public governance challenges to democracy. Your discussion today will be heard by the ministers of OECD countries tomorrow when they discuss the concrete actions they plan to take to reinforce our democracies. Ladies and gentlemen, it's time to discuss together how to deepen and protect our democratic institutions and how to make them better. We need to think of new approaches, new forms of collaboration, new forms of accountability and oversight, and policy frameworks that are appropriate to this moment in time.
a governance model that proves that democracy is self-preserving, fit for change, and up to tackle the challenges that are here and those that are to come. I invite you to be creative and bold in today's discussions. Thank you very much. Thank you very much, Carrie-Anne. Well, this marks the end of the opening of the Global Forum. I think we can really thank our keynote speakers today who have shown the level of ambition that the countries and the OECD have in our topics, and also in their speeches, they have set the path for our very important discussions during the course of the day. So please join me again in a big round of applause. As Deputy Secretary General just mentioned, the OECD is launching today this very important book. So let me show it to you so that you can't miss it. I don't know if there will be a copy outside the rooms. If there are, please grab one. Otherwise, of course, you'll find it on the internet site of the OECD. But not only take it, but read it, because it's it makes a very, very good read. It's not sometimes, you know, at the OECD we publish these big, fat reports that we call door stoppers. You know, we put that at the door so that they can stop the door from flapping. This is not such a book. This is a very important book. So please read it. Don't use it as a door stopper. It's really great work that has been done and needs to continue developing and deepening in the months and years to come, actually, because that's an agenda ahead that is very large, but we'll also benefit very much from the conversations today. So thank you again to our distinguished speakers, and let us now move on to the first plenary session of the day, Trust in Public Institutions. Thank you. I invite you to leave the podium.